Bonsoir. Merci Cyril. Alors, je suis Richard. Je suis développeur chez Elao. On est un atelier de développement présent à Lyon et à Paris. Et on fait surtout du PHP, Symfony, un peu de JavaScript, des Progressive Web App. Et je suis venu ce soir vous parler d'un retour d'expérience justement d'une Progressive Web App en prod. Il faut savoir qu'au Ghana ou en Côte d'Ivoire, les universités sont très peu accessibles. En fait, on considère qu'il y a un étudiant sur 4 qui y a accès, en fait, et du coup, il y a 3 étudiants sur 4 qui finissent par abandonner les études pour aller travailler. Et dans le même temps, la population elle est assez équipée en smartphone. C'est à peu près 1 sur 2 niveau étudiant, en fait, niveau jeune. D'ailleurs, c'est le principal accès à Internet, c'est via le smartphone. Et du coup, dans le même temps, il y a un problème avec la connexion Internet, c'est qu'elle est pas fiable et surtout très chère. Ils payent au méga en fait les connexions Internet. Et c'est pourquoi il y a une start-up qui s'est montée, c'est Checkboard Éducation qui s'est installé au Ghana, donc c'est Adrien, c'est un Français qui s'est installé là-bas, qui s'est dit tiens je vais utiliser les smartphones justement pour que les étudiants puissent accéder au contenu de cours d'université. Et du coup il y a des universités qui étaient intéressées, notamment au Ghana. Et du coup on a fait une petite preuve de concept sur React Native à l'époque, c'était courant 2015. C'était le début de React Native pour Android. Et du coup, on a lancé un petit POC, ça a été lancé, ça a été utilisé par 300 étudiants. Il y a eu des retours très positifs. Et dans le même temps, il a cherché des investisseurs. Il a eu de l'argent, donc il pouvait continuer à développer sa startup. Et nous, on était là aussi pour l'aider à développer son projet. Et dans le même temps, oui, pardon, je parlais des besoins pour l'application. Du coup, il avait besoin pour que les étudiants puissent accéder au contenu des cours sans connexion Internet, qu'ils puissent valider leur progression dans les cours, et du coup que ça soit installable sur l'écran d'accueil. Et du coup, juste un rappel, je vais peut-être passer rapidement à une Progressive Web App, puisque normalement vous êtes tous au courant de ce que c'est. Petit rappel rapide, donc c'est une Progressive Web App, normalement c'est rapide, c'est responsive, c'est sécurisé, donc disponible en HTTPS pour le service worker. C'est installable sur l'écran d'accueil, on a les notifications push, c'est utilisable en offline, et pas de téléchargement depuis un store, mais c'est disponible directement depuis le web. Et du coup, pour Checkboard Éducation, on s'est dit pourquoi pas une Progressive Web App. On était parti sur du natif. Surtout que les étudiants sont majoritairement sur Android, en fait, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire, les pays cibles pour l'instant. Donc sur Android, pourquoi? Parce que c'est Service Worker et le App Manifest pour installer l'application sur l'écran d'accueil, ça fonctionne déjà. On attend iOS. Du coup, la couverture d'appareil était plus large, puisque du coup on touchait à la fois Android, iOS, et ça fonctionne même sur desktop. Au niveau du poids, une Progressive Web App, normalement, ça serait plus léger. On n'avait pas de dépendance au store d'applications, donc pas de déploiement sur les stores. Donc pour nous, c'était moins coûteux de déployer une application web que d'utiliser les stores d'applications. Et globalement, on pensait que c'était moins coûteux que de développer des applications iOS, Android, même si c'est vrai qu'avec React Native, c'est beaucoup moins cher de développer une application. Alors, comment on a architecturé notre application pour Checkboard Éducation? Ils avaient besoin d'un back-office pour gérer les cours, les étudiants. Ce qu'on connaît le mieux chez nous à Elao, c'est Symfony. On est parti là-dessus, c'était le plus rapide. Et côté front, Web App, on est parti sur le framework React, avec Redux pour gérer les états, et bien sûr le Service Worker pour gérer tout ce qui est contenu hors ligne.
Et au milieu, on s'est amusé à placer une API GraphQL. J'y reviens juste après. Donc pourquoi GraphQL? En fait, il y a un petit message qui est passé, je crois, sur Reddit. Oui, Reddit. Quelqu'un qui paradigme, on va dire, c'est que dès lors qu'on est en ligne, on se connecte, l'étudiant se connecte à l'application. Il va tout récupérer, tous les contenus de ses cours dès la première connexion. Bon, il n'a pas des volumes énormes de cours, mais il va tout récupérer d'un coup. Et tout va être stocké en local storage. Et pour les images, on va les requêter en tâche de fond. Et ça va être stocké au fur et à mesure en cache storage. Et les images sont requêtées sur le réseau, mais en fait c'est le cache storage qui prend le relais via le service worker qui dit ah bah tiens, j'ai l'image en cache, je te la donne, et ça fonctionne comme ça. Alors, il y a une autre problématique qu'on devait gérer, c'est comment l'étudiant valide la progression dans ses cours. Donc en fait, pour chaque contenu de cours, à la fin, il avait un bouton, soit pour répondre à un QCM, soit juste dire hop, j'ai lu ce cours. Alors on a utilisé une technologie super avancée, c'est le SMS. C'est pratique puisque le SMS il est disponible sur un téléphone mobile. Ben, en fait ce qui se passe, grosso modo, c'est que depuis la web app, on va forger un espèce de token qui contient à la fois un ID user et l'ID du cours qu'il est en train de consulter. C'est pas très sécurisé, hein, c'est pas grave. On crée un token unique. Il envoie ce token-là par SMS à un certain numéro qui est dans l'application. Donc depuis une web app, on peut aussi déclencher pas l'envoi du SMS, mais au moins l'ouverture de l'application SMS avec le contenu du message, avec le numéro et le fameux token. Derrière, on le récupère via un webhook classique sur notre back-office Symfony. Et derrière, je reconnais l'étudiant, le cours, et derrière, je lui renvoie un SMS avec, encore une fois, un code unique que lui, dans la web app, est capable de décrypter. En fait, le mécanisme c'est pas vraiment c'est du hachage. On a du hachage quand on envoie le code, et on a du déhachage à l'arrivée. C'est pas super sécure parce que l'algorithme il est contenu dans la web app, c'est pas très grave. Le but c'est vraiment de valider la progression de l'étudiant. Et ça se passe comme ça en fait. Et du coup, côté back-office, ils ont des stats sur le nombre d'étudiants qui auraient validé par cours, etc. Une petite démo, justement pour montrer un peu surtout comment fonctionne le login. Donc on est logué, en fait on reçoit un message avec un lien. Hop, on va sur l'application, on est logué. J'ai 5 mégas téléchargés. Et pour le spool de téléchargement, on a représenté le téléchargement, je ne sais pas si vous le voyez de loin. Tout en haut, il y a une petite barre de progression qui avance. Et je peux quand même consulter mon cours. Cette barre de progression, on a à la fois l'information sur les contenus qui auraient été téléchargés et les images qui sont loadées en fait. En fait, on fetch les images. Dès lors que l'image elle est récupérée, hop, je l'enlève de la file de téléchargement et du coup, je peux calculer la barre de progression. Donc là, c'est un vrai contenu de cours que les étudiants au Ghana ont accès. Je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, je passe au suivant et je peux valider. Alors, l'étudiant peut valider, s'il a Internet, il peut valider par Internet. S'il l'a pas, il peut valider par SMS. Voilà. Grosso modo, l'application elle est hyper simple, mais derrière il y a pas mal de mécanismes un peu plus complexes. Ça passe, oui. Alors, rapidement aussi, l'installation de l'application sur l'écran d'accueil du téléphone, donc ça passe par le Web App Manifest. Donc c'est quoi le Web App Manifest? C'est une espèce de fichier JSON avec un nom, etc., avec les différentes icônes. Et vous le déclarez dans l'HTML de votre web app, avec un link rel manifest, etc. Juste une petite astuce aussi, si vous voulez traquer les utilisateurs qui auraient installé l'application sur votre mobile, vous pouvez mettre des trackers dans le start URL, UTM source, screen, voilà, c'est tracker analytics.
Et ça se passe comment au niveau de l'application? C'est vrai que nous, en Europe, on ne voit pas souvent ça, mais que ce soit en Afrique ou en Inde, ils ont souvent l'habitude d'installer des web apps maintenant avec les policies web apps. Donc ça se passe comme ça en fait, on ne maîtrise pas, c'est le navigateur qui décide à un moment donné, lorsque l'utilisateur a consulté la page, je ne sais pas, 2-3 fois, au bout de 5 minutes, les règles changent suivant les navigateurs et suivant les versions. Ça déclenche une petite pop-up système en fait. Est-ce que tu veux installer l'application sur ton écran d'accueil? Hop, je l'installe et il y a l'icône qui apparaît sur l'écran du téléphone. Alors, bilan par rapport à l'application native. Donc, l'application native buildée avec les contenus de cours qui étaient déjà dedans. Bon, il n'y en avait pas énormément, hein, c'était 7 mégas. Et pour le côté web app, juste HTML, JS, CSS, c'est 300 kg. Alors pour arriver à 300 kg, on a, c'est vraiment une astuce, c'est de vraiment minimiser le nombre de dépendances. Donc les packages JavaScript, en veux-tu, en voilà, on a vraiment évité d'installer tout et n'importe quoi. On a minifié au maximum, enfin on a minimisé nos dépendances. Comme je disais tout à l'heure, la publication sur les stores, franchement pour les développeurs c'est le truc chiant. Et là c'est plus simple parce que c'est un hébergement web, du coup c'est le déploiement classique. Pour l'application native, on avait, donc c'était du React Native, on l'a construit spécialement pour Android, mais on pouvait aussi sortir une version iOS parce qu'ils voulaient faire des démos sur iOS. Pour la web app, c'est Android first pour le côté offline. Et ça fonctionne quand même sur iOS et sur desktop. On va tester, tout fonctionne bien. Sauf le offline, bien sûr, sur iOS, etc. Et ça arrive bientôt. Donc voilà, pour terminer, ce projet avec Chalkboard Éducation, c'est super intéressant pour un développeur parce que la gestion des caches, c'est un problème assez intéressant et qui n'arrive pas souvent dans notre métier finalement. Et surtout le fait de donner accès aux études supérieures aux étudiants, c'était super valorisant en fait. On s'est dit on contribue un petit peu à faire avancer un peu le monde, quoi. Et voilà. Et pour terminer, il y a un certain Emmanuel qui a bêta-testé notre application puisqu'il a rencontré début décembre l'équipe Chalkboard d'Éducation à Accra au Ghana. Et donc c'était notre premier bêta-testeur. L'application était en ligne depuis peut-être 2-3 semaines. C'était assez marrant. Voilà, merci. On a le temps pour des questions. Donc 2 questions. Oui. Pour la partie storage des images, dans le cache du service worker, tu n'as pas eu de soucis en termes de limites? Alors la question c'est pour le cache storage, pour la gestion du cache des images, est-ce que j'ai pas eu de problème de limite? En fait, pour le local storage c'est 50 mégas pour tout ce qui est contenu. Donc là on était très loin de la limite. On a estimé qu'on peut conserver 2000 contenus de cours en local storage. Pour le cache storage des images, pareil, le cache il s'adapte par rapport à ce que tu lui demandes. Donc là, pareil, on a des API JavaScript pour checker le quota que tu as dans le cache storage. Là, le nombre de contenus à stocker était tellement peu, du coup on ne l'a pas fait pour minimiser les coûts de développement. Et le jour où l'étudiant il aura des centaines de cours, là, il faudra checker ça. Une autre question? Oui. Par rapport au fait de checker quand un étudiant il progresse dans ses cours, il doit envoyer un SMS. Il aurait peut-être été possible de faire tout ça offline, je check et quand j'ai internet, ça envoie tous mes checks, etc. Parce que de toute façon, je finis par update à un moment, parce que j'ai plus de cours. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais pas pu envoyer ces informations, etc.
Alors la question c'est est-ce que on n'aurait pas pu garder la progression de l'étudiant et envoyer la progression lorsqu'on retrouve Internet. C'est vrai que c'est une stratégie aussi à faire. Là on est parti avec chaque board d'éducation sur une stratégie, on va dire, en temps réel. C'est-à-dire que l'étudiant il doit valider des choses pour passer à la suite. Il doit valider des contenus de QCM pour passer à la suite. Là, on n'a pas de validation côté professeur, côté bac, mais c'est quelque chose qu'ils souhaitent mettre en place. Donc là, on n'aurait pas pu attendre qu'on ait l'info pour qu'il puisse passer à la suite. Oui. Une dernière question, mais... Comment vous interprétez la réponse du SMS pour faire des actions avec cette réponse? Alors, très bonne question, mais la question c'est quand l'étudiant reçoit le SMS en retour, comment on interprète le contenu du SMS pour agir. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est que en fait, le retour c'est un lien avec à la fin le paramètre du token. Donc le lien pointe sur l'application qui est déjà en cache et le token il est interprété par JavaScript. Donc là, il faut que les URL soient aussi en cache. C'est pour ça qu'on est parti sur du routing avec les hash, les dièses, tu vois, et pas sur du routing avec les URL sans les dièses. Voilà. Le mode historique, je crois. Du coup, c'est une URL qui existe en cache et du coup qui est interprétée par la web app, qui prend le token et hop, je fais ce que je veux du token, je vérifie si c'est bon, sinon j'affiche une. Voilà. Merci. Je me présente, Georges Bio, je suis développeur à Théodo et du coup je vais vous parler d'un cas concret en prod qu'on a fait en 4 semaines, donc avec un délai assez short. On a dû faire le choix d'une PWA plutôt qu'une appli native pour gagner du temps et je vais surtout aborder 4 pièges dans lesquels on est tombé, qu'on n'avait pas du tout anticipé par le fait de faire une web app PWA plutôt qu'une appli native, ce dont on a plus l'habitude. Donc déjà je voulais commencer par une petite démo pour vous expliquer le concept, pour vous expliquer le contexte. Pardon. En gros, c'était une appli qui nous a été demandée par la BPI France, la Banque publique d'investissement. Et en gros, leur idée à eux, c'était de se dire, ok, on a envie que les PME françaises se digitalisent, parce qu'il y a plein de PME en France qui ne sont pas du tout digitalisées et qui auraient beaucoup à gagner à le faire. Et en gros, leur idée à eux, c'était à la base de se dire, ok, on va leur faire une application de micro-learning où il y a des petits guides dedans, facile à digérer, facile à lire sur mobile, pour leur donner des insights sur plein de domaines qui concernent la digitalisation. Et du coup, leur conception du produit, c'était ça. C'était, on arrive sur un écran d'accueil qui explique un peu en quoi consiste l'application, qu'on aura des chiffres clés, des actions concrètes à prendre, des budgets, etc. On démarre, on arrive sur une liste de guides digitales, qui parle du digital, forcément ils sont digitaux. Et du coup, quand on clique sur un guide, on arrive, bon là la résolution n'est pas ouf, je vais peut-être passer en... Ouais, ça c'est mieux. On arrive sur des guides, donc ça consiste en des petites cartes à swiper, donc c'est sympa. Voilà, comme ça le dirigeant de PME qui est aux toilettes, il peut digitaliser plutôt qu'aller sur NetGag, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, c'était ça le cœur de l'application. Et ce qu'ils nous ont dit la BPI, c'est ok, nous on veut ça, et on n'a que du budget pour 4 semaines. On a pris comme stack React, Redux. On utilise Webpack pour builder le service worker, enfin pour builder l'appli, du coup générer le service worker. Donc nous du coup, on a pris des plugins pour pouvoir notre React. Et on a délégué toute la partie back-end et toute la partie éditoriale à Prismic.io, qui est un CMS. Et c'est un CMS français, du coup ça arrangeait bien la BPI. Et du coup voilà, et excellent. Génial. Génial, j'ai perdu le Wi-Fi. Vous n'avez pas assez de budget pour l'offline. Pas assez de budget pour le offline Google Drive. Je vais passer en partage de co. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on aurait dû télécharger ces slides. Allez. Non mais c'est bien, la technologie vous lâche toujours au meilleur moment.
Excellent. Ah. C'est un peu moins parlant que ce que je pensais. Ah, voilà. Du coup, le client, ce qu'il voulait absolument, c'était une appli mobile. C'était ça vraiment à la base, ce qu'il avait en tête. Et en fait, pourquoi il voulait une appli mobile? Surtout, ce qu'il voulait, c'est qu'elle soit installable sur l'écran d'accueil. Parce que lui, son idée, c'était de se dire, ok, le dirigeant de PME qui n'est pas du tout digitalisé, lui dire, ok, il faut que tu ailles voir tel site web qui est en fait une web app et ça va te permettre de digitaliser. Ils se sont dit, ok, on va pas réussir à les fidéliser. Donc pour lui, c'était vraiment une feature hyper importante que ça puisse s'installer sur l'écran d'accueil. Et pour que ce soit simple d'y accéder et de la récupérer. Et également, lui, ce qu'il voulait, c'était que même si dans un réseau dégradé ou offline, on puisse continuer à lire les guides. Et hypothétiquement, plus tard, une fois que sa phase de MVP de 4 semaines était terminée, pourquoi pas implémenter des systèmes de notification. Et pour le moment, ce n'était pas dans son scope, donc il ne voulait pas non plus se fermer ce type de porte. Du coup, nous, on se dit, ok, on a le budget que pour 4 semaines de dev. Le truc, c'est que s'il faut qu'on fasse une appli native, il faut qu'on gère tous les stores, toutes ces histoires-là. Faut qu'on les publie dessus, en 4 semaines, c'est chaud. Du coup, ce qu'on s'est dit, ok, mais avec une PWA, c'est cool, on peut directement envoyer le code en prod quand on veut sur un serveur web, et on n'a pas besoin de s'occuper de l'App Store, du Play Store, et désolé pour Microsoft, je sais pas comment s'appelle leur store. Et, voilà. Et du coup, on s'est dit, ok, avec une PWA, on se coupe ce problème-là, on peut garder les fonctionnalités offline, on peut installer facilement sur l'écran d'accueil, et hypothétiquement, s'ils décident de faire continuer le projet plus tard parce qu'ils ont magiquement trouvé du budget, eh ben, on pourra implémenter aussi les notifications. Du coup, on s'est dit, bah, partons là-dessus. Et sauf que là, on est tombé sur 4 gros pièges qu'on n'avait pas du tout vu venir, en disant, bon, bah, ce sera comme développer une appli mobile, ça va pas être très différent de React Native puisque c'est du React. Mais le truc, c'est que quand on fait une web app qui est destinée à être une PWA, même quand on fait une web app tout court, ça ne se comporte pas comme une appli mobile sur certains points. Or, le client, ce qu'il voulait, c'est que ça ressemble vraiment à une appli mobile. Et du coup, le premier point, c'est le mode app sur iOS. Et ça a été mentionné, notamment par Laurent, je crois, même par toi, Cyril. C'est le fait qu'on perd le contexte dès qu'on quitte l'appli. Donc bon, déjà, je parle du fait que par défaut, eh ben, on est redirigé vers le navigateur Safari plutôt que d'être dans un mode app. Bon, ça se règle plutôt facilement avec une méta qui existe depuis longtemps sur iOS, c'est le Apple Web App Capable Content Yes. Donc c'est plutôt, vu qu'il n'interprète pas le manifeste, il faut le mettre dans les métas du HTML. Même chose pour les icônes et même chose pour le titre qui va apparaître du coup sur l'écran d'accueil. Mais ce qui nous a surtout surpris et embêté, c'est qu'on est sur l'appli, on ferme, on rouvre, et on revient à la page d'accueil. Et ça, c'est pas très cool, parce que, bon bah, ok, le dirigeant de PME, il veut envoyer un mail, il répond à un SMS, et puis, bon bah, il veut retourner sur l'appli, parce qu'il a très envie de lire la suite des guides, sauf que, bon bah, il revient à l'écran d'accueil, il faut qu'il reçoive tous les guides, c'est pas possible. Enfin, toutes les cartes, pardon. Du coup, le trick, ça, en React, ça a été de se dire, ok, on va utiliser le lifecycle React de notre composant racine, donc notre root component, et se dire qu'à chaque fois qu'il s'update, donc notamment à chaque fois qu'il change sa props location, pour ceux qui utilisent React Router, eh ben, on va utiliser le local storage, donc on a un petit service qu'on a appelé last page storage, qui va setter le passname de la dernière page visitée, et du coup, quand on retourne sur l'appli, dans le component readment, donc quand le root se recrée, le composant se remonte, eh ben, on regarde si on a une last page visite. Si c'est le cas, c'est qu'a priori on est déjà venu. Et du coup, on push ce pathname dans l'historique. Et du coup, on revient bien à la dernière page visitée. Du coup, ça marche bien sur iOS. C'est cool. Deuxième gros pain point qu'on a eu, et ça, c'est un truc qui est pas... Enfin, c'est technique, mais c'est pas quelque chose qui se résout technologiquement. C'est plus sur la manière dont on va anticiper le projet. C'est le design app versus navigateur, parce qu'effectivement, une PWA, c'est avant tout une web app qui doit bien fonctionner dans le navigateur, avant tout.
et du coup, ça engendre des problématiques en termes de design. Pardon. Le gros problème, c'est que la boîte parce qu'on faisait pas le design en interne chez Théodo pour la BPI, c'était encore une autre boîte qui le faisait. Eux, ils étaient partis sur leur truc, ils ont dit bon bah ok, on fait une appli mobile, et du coup, ils ont fait leur wireframe et tout leur design sur une appli mobile en plein écran. Et du coup, nous on se dit ok, super, on va implémenter ça, on implémente le truc, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a plus de 40 pixels de barres de navigation et de barres d'outils, que ce soit sur Android et sur iOS, qui prennent de la place, et on se dit ok, et du coup, ça ressemble plus à rien sur certaines pages. Bon, ces pages-là encore ça va parce qu'on a réglé les soucis, mais au début, quand on est arrivé la première fois, ça ressemblait plus à rien parce qu'il y avait cette hauteur en pixels qui n'avait pas du tout été prise en compte. Et eux, ils étaient vraiment allés, ok, les cartes, elles sont 329 caractères de contenu au maximum, du coup, on va partir sur telle police, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout pris en compte la hauteur des barres de navigation. Donc un jour, on arrive, on leur fait, ouais, écoutez, faut refaire le design, machin. Et ça s'anticipe exactement de la même manière qu'on fait du responsive, c'est qu'on se dit, ok, il faut que je pense l'expérience 1 de la web app dans le navigateur, et 2 de la PWA en tant qu'app une fois qu'elle est installée sur l'écran d'accueil. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte dans le flux de design en amont, se dire, ok, je fais une PWA, c'est pas une appli native, mais il faut qu'elle marche bien sur mon navigateur. Et du coup, exactement une problématique similaire, c'était le mode horizontal. C'est que oui, c'est encore une fois une web app. Alors effectivement, quand on fait une appli native, on se dit bon bah voilà, mon use case c'est vertical, l'horizontal ça m'intéresse pas. Du coup, pareil, les designers ils disent bon bah très bien, c'est que vertical. Et un jour, toi t'es développeur, t'implémentes le truc et je sais pas, tu tournes ton device et tu regardes et tu fais ok, ça ressemble à ça, c'est quand même pas ouf. Et tu sais que de toute manière, quoi qu'il arrive, il y a forcément un patron de PME qui va tourner son design parce qu'il préfère son téléphone en horizontal. C'est obligé. Donc à ce moment-là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Donc de 2 choses l'une, même de 3 choses l'une. La première solution, c'était de se dire, ok, on va vraiment faire un design responsive qui marche en horizontal. Sauf qu'on repense le truc, on se dit, ok, les petites cartes à swiper en horizontal, il n'y a pas de hauteur, le texte il apparaît pas, même si on scroll, c'est pas fou. Et en plus, on n'a que 4 semaines, il faut qu'on perde du temps niveau design, encore une fois dans le flux, pour se dire, bon bah, comment on va faire pour implémenter ce truc-là? Deuxième solution, on a commencé à se dire, ok, on va bloquer le fait que l'utilisateur puisse le mettre en vertical dans le navigateur. Donc on se dit très bien, il doit y avoir une option quelconque qui permet de bloquer le fait de bouger, de tourner le device sur Android, enfin sur Chrome ou sur Safari. Eh bien non, ça n'existe pas. Le seul truc qu'on peut faire, c'est effectivement dans le manifeste pour Android, du coup, en mode standalone, lui dire ouais, bah, c'est que vertical, mais dans Chrome, bah, si tu tournes, ça a cette tronche-là quand même. Du coup, on s'est dit ok, on peut peut-être se dire que quand il tourne de 90 degrés, on va utiliser du CSS pour que l'appli aussi en entier se tourne de 90 degrés. Voilà, bon, alors spoiler, le résultat est pas ouf parce qu'on a encore les barres de navigation. Et du coup, les barres de navigation, elles, sont bien à leur place en haut. Du coup, ça ressemble à rien. Du coup, au final, ce qu'on s'est dit, c'est ok, très bien. On va mettre un petit coup de CSS pour dire à l'utilisateur, c'est pas comme ça qu'il faut que tu utilises l'appli. Voilà. En fait, non, on n'a que 4 semaines, il faut qu'on gagne du temps. Donc, le petit coup de CSS assez simple, c'est Orientation Landscape. On met quand même une max 8 à 415 pixels pour que quand il est dans le navigateur desktop, bah ça marche quand même parce que le desktop a priori il est horizontal. Voilà. Et du coup, on lui dit, quand tu es dans ce cas-là, ok, tu me displays la landscape error, donc un truc en position fit, il prend tout l'écran avec nos petites icônes et notre petit texte, et là, tu l'affiches pas. Donc ça, c'est vraiment la solution qui, en 1 heure de dev, tu peux la déployer, et c'est bon, ce problème, tu te prends plus la tête avec. Si vraiment tu es très short sur les délais. 4e et dernier piège, et ça, malheureusement, on n'a pas eu le temps, dans les 4 semaines, de finir l'implémentation. Et d'ailleurs, j'ai vu, Cyril, sur ta présentation, c'est un truc que vous avez réglé sur l'appli pour le courrier international. C'est le look and feel au niveau notamment des animations. C'est-à-dire que si vous allez sur la démo de tout à l'heure, là, bah, je retourne sur l'accueil direct, il n'y a pas de belles animations. Or, le client, lui, ce qu'il voulait, c'était une appli mobile à la base. Lui, il était parti sur l'appli mobile. Donc il vient nous voir, il nous fait « Ouais, mais en termes d'UX, en termes de design, quand même, ça passe d'un coup. Sur mobile, normalement, ça fait des petites animations. Est-ce que c'est possible de le faire ?» Alors on dit « Bon, bah ok, on va regarder. » Donc on a commencé à implémenter ce machin.
Et bon, bah ça va, ça rend pas trop mal, mais déjà, on n'a pas eu le temps de le finir parce qu'il y avait pas mal de bugs à régler, c'était le dernier jour des 4 semaines, du coup, malheureusement, on l'a pas mis. Et surtout, en fait, il y a tout un aspect qui est normalement géré nativement sur l'application mobile que là, il faut prendre en compte. C'est le fait de se dire, si j'ai pas envie qu'il y a des moments ça slide parce que je change de page, mais qu'en fait, c'est pas vraiment une page. Par exemple, quand on swipe nos cartes, on change l'URL, mais en vrai, c'est pas une nouvelle page en termes d'appli. Ça, pour le coup, il a fallu qu'on fasse des exceptions. Aussi, le fait que, ok, depuis l'écran d'accueil, enfin, depuis la liste des guides vers le guide, ça slide de droite à gauche. Sauf que quand je reviens sur ma liste des guides qui est en fait précédent, j'ai bien envie que ça slide de gauche à droite. Sauf que ça, bah pareil, c'est des comportements qui, de base, n'existent pas dans le navigateur. Donc tout ça, il faut le réimplémenter. Donc c'est à prendre en compte si on se dit, ok, la PWA, ça va aller super vite, on va avoir tout pareil que le mobile hyper rapidement. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même des trucs à refaire. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, mais qui malheureusement n'est pas passé en prod, c'est qu'on a utilisé une petite lib qui s'appelle React Router Page Transition. En gros, on met un petit composant à la racine de notre switch React Router et on lui dit, bah ok, en gros, ce que ça fait, c'est que pendant 500 millisecondes, donc le timeout là, ça va mettre une première classe CSS sur le composant qui représente notre page, puis une deuxième, alors je vais vous montrer le CSS, ce sera plus simple. Ça met d'abord le home transition, enfin le transition appear, donc c'est met la classe qui va qui va enclencher la transformation. Transition appear active, donc c'est là, vas-y, fais ta transition de opacity 0 vers opacity 1 et ton transforme. Et même chose quand ça part, quand ça livre. Donc voilà, ça c'était la manière qu'on a fait un peu rapidement. Malheureusement, on ne s'est pas passé en prod parce qu'on n'a pas réglé tous les bugs. Mais c'est un truc auquel il faut penser. C'est des trucs qu'il faut réimplémenter à la main, enfin à la main, avec des libs externes ou autres, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte en amont. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions. Sur Safari, ça ne repose pas, non. Il y a quand même vous avez convaincu le client d'expliquer à Manip en fait aux gens que vous avez un iPhone pour la limiter commentaires pour mettre raccourci. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pour la petite histoire, c'est pas déjà dans leur premier use case, c'était les dirigeants de PME qui étaient accompagnés par quelqu'un. Donc on n'avait pas cette problématique d'apprendre à servir vraiment de l'application. Et à l'origine, ils étaient partis sur une page d'onboarding où c'est expliqué, voilà, il faut que tu cliques là et que tu ailles là-dessus, notamment pour le KLMX.